Mes chers confrères, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue pour cette première webconférence de la section H. Alors, c'est une webconférence thématique, comme vous le verrez, mais avant de commencer cette session, je voudrais vous présenter en quelques mots votre section. Elle représente actuellement 7300 pharmaciens qui exercent autant dans des structures publiques que privées, à temps plein, à temps partiel, dans différentes tailles d'établissements, du CHU jusqu'aux EHPAD, mais également dans d'autres types d'établissements, comme vous le verrez, comme les services d'incendie et de secours. Donc, très grande diversité de missions, très grande diversité d'activités. Alors, la section H, comme vous vous en êtes aperçu, a été très fortement mobilisée au cours de ces derniers mois, notamment à partir de mars, pour l'épisode Covid et notre activité à côté des médecins pour accueillir nos patients dans nos établissements. Alors, cette mobilisation a été très importante, elle a été effective, mais elle est encore d'actualité aujourd'hui, à l'heure où la situation, malheureusement, évolue encore. Vous avez su et vous savez donner le meilleur de vous-même et il est important, toutefois, de rester très vigilant et toujours actif, évidemment. Alors, au niveau de la section H, nous avons essayé de vous épauler au mieux, de vous informer au plus près. C'est ainsi que nous avons créé effectivement une foire aux questions, la FAQ PUI, pour vous informer au quotidien des modifications qui pouvaient intervenir, des informations qui nous arrivaient aussi bien du ministère que d'autres sources. C'était important pour nous de faire cette foire aux questions et les retours que nous en avons eus ont montré effectivement que vous étiez très contents et que vous l'avez plébiscité. Donc nous continuons cette activité encore aujourd'hui. Mais je voudrais vous remercier avant de commencer cette session, donc encore vous remercier très chaleureusement et très fortement de tout votre investissement qui a été reconnu d'ailleurs par les pouvoirs publics. Alors nous avons volontairement voulu choisir un thème pour cette première webconférence qui soit la représentation de vos questions au quotidien et la majorité de vos questions, du moins une grande partie des questions qui nous sont posées aujourd'hui au niveau de la section H correspondent aux conditions d'exercice, aux conditions de remplacement, aux conditions de recrutement dans la PUI. C'est pour ça que nous avons intitulé cette session, cette webconférence, exercée aujourd'hui en PUI. Donc voilà, les questions que vous posez à ce sujet sont très nombreuses, très variées aussi, autant par téléphone d'ailleurs que par l'intermédiaire du WebH, par courriel. Nous avons construit cette webconférence en deux parties. La première, un peu préparée à l'avance évidemment, autour des questions que vous nous avez posées le plus régulièrement, que nous avons notées depuis maintenant quelques années. Et puis une deuxième partie qui sera plus en direct et qui vous permettra de poser vos questions et nous essaierons bien sûr d'y répondre dans la mesure de nos possibilités. Alors je suis Patrick Rambourg, je suis président actuel de la section H de l'Ordre national des pharmaciens. À mes côtés, Sylvie, Morgane, Thierry, qui vont m'aider effectivement dans cet exercice un petit peu délicat, on va dire. En tout cas, nouveau. Je vais laisser se présenter déjà. Sylvie. Oui, mais moi bonjour, je suis ravie de pouvoir participer à cette première webconférence. Donc pour ma part, je suis ancienne interne et ancienne assistante des hôpitaux de Paris. Donc aujourd'hui, je suis chef du pôle médico-technique et de la médecine somatique sur l'hôpital de Thuir, qui est un hôpital psychiatrique départemental dans les Pyrénées-Orientales. Et je suis aussi pharmacien, gérant de la PUI du GCS Pharmacopée, qui dessert 18 établissements qui sont du sanitaire, du médico-social. Et dans le médico-social, en fait, on va avoir des EHPAD et des maisons d'accueil spécialisées. Donc la force du projet du GCS Pharmacopée nous a permis de faire l'acquisition d'un automate de surconditionnement des doses administrées. Et aujourd'hui, en fait, nous fabriquons des piluliers pour 1500 patients et résidents de nos partenaires.
Après, le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir sécuriser le circuit du médicament. Et aujourd'hui, on propose donc une astreinte pharmaceutique 24/24. Donc c'est un point qui est souligné généralement lors des assemblées générales avec nos partenaires. Et en fait, le dernier point qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir mettre en place la pharmacie clinique, notamment sur ces sites médico-social. Merci Sylvie. Morgane. Bonjour à tous. Donc, je me présente également. Je suis Morgane Guillaudin, donc pharmacien hospitalier gérant, donc également ancien interne des hôpitaux de Paris. Dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité, par exemple, d'exercer au sein de l'Omedit sur des sujets comme le CAQES ou l'analyse des erreurs médicamenteuses. Et aujourd'hui, j'exerce dans une clinique MCO privée à Paris. C'est un établissement à activité essentiellement chirurgicale, ortho et ophta, où le pharmacien a plusieurs casquettes, si je puis dire, médicaments, dispositifs médicaux, stérilisation, équipe opérationnelle d'hygiène, etc. Mais aussi avec la chance de pouvoir participer à de nombreux projets, notamment en ce moment en cours avec la DGOS sur la traçabilité informatique et des DMI via l'UDI. Très bien, merci Morgane. Thierry ? Oui, Patrick, bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles et ceux qui se joignent à nous par la voie d'Internet. Alors moi, je suis Thierry Lacombe, j'ai un exercice pharmaceutique un petit peu original puisque j'exerce en qualité de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, donc à Colomiers, à côté de Toulouse. Donc j'y occupe la fonction de pharmacien gérant de la pharmacie et usage intérieur de l'établissement. Alors, en quelques mots, ce qu'il faut savoir, c'est que si on accepte Paris Intramuros et Petite Couronne d'une part, et puis la ville de Marseille, qui sont défendues par des pompiers qui sont dans des unités militaires, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille, pour l'ensemble du reste du territoire national, la sécurité civile s'organise et s'articule dans les départements autour d'établissements publics qui sont dénommés services d'incendie et de secours. Et ces services d'incendie et de secours regroupent l'ensemble des pompiers volontaires et professionnels du département qui concourent donc aux missions qui leur sont confiées sur le territoire. Donc la quasi-totalité aujourd'hui des établissements, donc des services d'incendie et de secours, pourvoient aux besoins des missions de secours d'urgence aux personnes grâce à une pharmacie usage intérieur. Et qui dit pharmacie usage intérieur dit à sa tête un pharmacien gérant. Alors, aux côtés des pharmaciens gérants qui sont des emplois et donc le plus souvent des pharmaciens pompiers professionnels, on a donc des pharmaciens adjoints qui les aident au quotidien et dont l'immense majorité sont des pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de consoeurs, de confrères qui exercent dans la diversité des métiers de la pharmacie, mais qui choisissent, dans une démarche citoyenne au profit de la sécurité civile et de la qualité de prise en charge des victimes, d'engager leur diplôme, mais dans une activité annexe. Et donc, ce sont effectivement grâce à eux que ces PUI peuvent vivre, puisque effectivement le pharmacien gérant peut être efficacement secondé, accompagné dans son quotidien grâce à ses confrères. Merci Thierry. Et en tout cas, merci à tous les trois de vous prêter à cet exercice de questions-réponses. Je voudrais également remercier Geneviève Fad, chef de service de la section H, qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette webconférence. Alors, première question, donc, pourquoi ce décret sur les conditions d'exercice? Pourquoi est-ce qu'il est apparu? Alors, j'y répondrai moi-même. Je voudrais rappeler que la mise en place, effectivement, de ces conditions d'exercice de la profession résulte d'une grande concertation déjà entre les différents représentants de la profession, qu'ils soient ordinaux, bien sûr, mais également syndicaux, les trois syndicats de pharmaciens hospitaliers, la fédération des internes en pharmacie également. Donc il y avait à la base une demande très forte de reconnaissance des études et du diplôme d'études spécialisées de pharmacie et de ses compétences acquises au cours de ces 4 années d'études. Le dossier, je vous avouerai, a fait quand même l'objet d'une concertation assez longue, parfois un peu difficile, mais importante et au final unanime. Et donc, unanime de la part de tous les représentants de la profession, j'insiste là-dessus, c'est très important. Alors, une question que je vais poser à Sylvie. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un DES pour travailler en SSR, en EHPAD ou dans une clinique psychiatrique? Oui, absolument. Et il est important d'avoir ce DES, notamment avec la configuration, la création des GHT, avec les créations des GCS.
Donc on voit que ça conduit quand même à la mutualisation des PUI. Et du coup, il nous semble important que l'ensemble des pharmaciens aient les mêmes compétences, qu'on travaille en EHPAD, qu'on travaille en privé, en public ou en CHU. Et donc c'est nécessaire qu'on soit tous au même niveau. Et on le voit aussi au travers de l'activité de la pharmacie clinique. Donc il est important qu'on exerce tous le même métier pour faire une bonne pharmacie clinique, par exemple. Merci Sylvie. Thierry ? Oui. Est-ce que c'est la fin de l'unicité du diplôme de pharmacien? Alors non, assurément non, puisque le diplôme de docteur en pharmacie reste le diplôme commun à l'ensemble de la profession. Alors, juste un peu d'histoire, ce n'est pas la première fois qu'on a une qualification complémentaire requise pour exercer un des métiers de la pharmacie, puisque depuis 1975, c'est le cas pour la biologie médicale. Alors aujourd'hui, c'est le tour de la pharmacie hospitalière qui, effectivement, met en place un dispositif de spécialisation complémentaire. Mais ce dispositif existe parce que les missions et les compétences attendues pour les pharmaciens qui exercent en PUI sont spécifiques. Et très bientôt, c'est une marche en avant vers les logiques de spécialisation, de DES, puisque bientôt les officinaux auront leur propre DES de pharmacie officinale. Donc avec cette dynamique, on peut se dire peut-être demain le tour des pharmaciens de l'industrie ou celui des pharmaciens de la distribution. En tout cas, l'enjeu commun pour l'ensemble de la profession, c'est de réfléchir ensemble à des modalités de passerelle entre ces différents métiers de la pharmacie. Merci Thierry. Morgane, est-ce que tu pourrais nous rappeler, succinctement, bien sûr, parce que c'est assez compliqué et assez long, toutes les conditions d'exercice qui datent effectivement de 2017, mais qui ont été introduites par notre décret de mai 2019 dans le Code de la santé publique? Oui, tout à fait. On peut maintenant les retrouver dans les articles R5126.2 à R5126.7. L'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur exige le respect de l'une des conditions suivantes. Donc, soit être titulaire d'un des diplômes d'études spécialisées, donc le fameux DES, donc DES de pharmacie hospitalière et des collectivités, ou le DS de pharmacie industrielle et biomédicale, ou le DS de pharmacie. Ou alors, par dérogation, donc à la date du 1er juin 2017, justifié d'un exercice en PUI, donc à temps plein ou à temps partiel, d'une durée équivalente à 2 ans temps plein sur la période des 10 dernières années. Ou alors, soit après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprendre un exercice au sein d'une PUI et justifier à la date de la reprise d'un exercice au sein d'une PUI à temps plein ou à temps partiel, d'une durée équivalente à 2 ans temps plein sur la période des 10 dernières années. Et enfin, la dernière option, c'est être en possession de l'arrêté nominatif d'exercice qui est émanant de la commission qui s'est réunie en 2018. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'objet de cette commission. Alors, pour les pharmaciens qui sont diplômés dans l'espace économique européen ou dans un pays tiers à cet espace économique européen, il existe des dispositions spéciales, alors qui sont bien décrites dans le Code de la santé publique, mais elles sont assez longues, assez difficiles à appréhender. Donc, si vous le voulez bien, si ça fait l'objet de questions à la fin de cette webconférence, on y répondra à ce moment-là. Sylvie, si un pharmacien a un autre DES que ceux que citait Morgane à l'instant, est-ce qu'il peut exercer en PUI en fin de compte? Alors, non, il y a une modification du texte et donc désormais un pharmacien qui est titulaire du diplôme par exemple de biologie moléculaire ou alors si par exemple il est titulaire d'un DES de pharmacie spécialisée qui d'ailleurs s'appelle maintenant innovation pharmaceutique et recherche, donc ce pharmacien désormais ne peut pas exercer en PUI. Par contre, si un pharmacien qui est titulaire de ce DES mais qu'il justifie de 2 ans d'exercice en PUI à temps plein, à ce moment-là, il peut, justement, c'est une autre condition, il peut justement exercer en PUI. D'accord. Alors, justement, vous, de ces 2 années d'expérience, est-ce qu'on peut les acquérir a posteriori, Thierry? En fait, non. Les dispositions réglementaires qui ont été édictées prévoient la validation d'expériences acquises, non pas d'expériences à acquérir. Donc en fait, à partir de maintenant, le pharmacien qui sollicite son inscription en section H de l'ordre pour un exercice en PUI, s'il n'a pas le DES, doit pouvoir justifier, donc comme le disait Morgane, sur les 10 années précédant sa demande d'inscription, d'une durée d'exercice d'expérience acquise en PUI de l'ordre de 2 ans au moins, équivalent temps plein.
Bon, pour faire clair, ça veut dire que je n'ai pas le DES en septembre 2020, je souhaite solliciter cette inscription à l'ordre. Alors, entre septembre 2010 et septembre 2020, il faut que j'ai eu une activité pharmaceutique en PUI, authentifiée par une inscription à l'ordre, bien sûr, qui soit équivalente à 2 ans temps plein. D'accord. Alors, Sylvie, si un pharmacien nous donne des attestations d'établissement qui prouvent que il a exercé dans un établissement de santé pendant 2 ans, est-ce que ça suffit? Alors non, ça ne suffit pas. Donc il faut absolument que le pharmacien ait non seulement l'expérience, donc il atteste de sa présence dans l'exercice dans la PUI, mais en plus il faut qu'il puisse justifier de son inscription à l'ordre. Donc d'ailleurs, il amène des justificatifs d'exercice en PUI sur ces 2 années, mais qu'il n'est pas inscrit à l'ordre, en fait, il est en situation illégale d'exercice de la pharmacie. Eh oui. Du coup, il encourt des sanctions pénales quand même. Exercice illégal de la pharmacie hospitalière. Hospitalière, bien sûr. Donc, c'est un souci par rapport à ça. Donc, il faut qu'en fait, on puisse faire une corrélation. C'est la corrélation qui va permettre, donc, la corrélation, bien sûr, entre l'exercice de la pharmacie et hospitalière et l'inscription à l'ordre, qui, avec ces deux indicateurs, va pouvoir nous justifier, attester, valider donc, cet exercice pharmaceutique hospitalière. D'accord. Merci Sylvie. Alors Morgane, c'est tombé sur toi, ça va se compliquer. Est-ce qu'il y a 2 dates fatidiques qui apparaissent effectivement aujourd'hui dans le décret, la date du 1er juin 2017 et puis la date du 1er juin 2025. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces 2 dates et nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait, Patrick. Donc, le 1er juin 2017, si le pharmacien justifie d'un exercice en PUI, temps plein ou temps partiel, d'une durée équivalente à 2 ans temps plein au cours des 10 dernières années, il peut reprendre un exercice en PUI. Au 1er juin 2025, si le pharmacien avait 2 ans d'exercice en PUI avant le 1er juin 2017, mais qu'il n'a pas repris d'activité au 1er juin 2025, il ne pourra plus exercer en PUI. À compter du 2 juin 2025, les nouveaux entrants devront nécessairement avoir le DES. D'accord, très très bien. À ce propos, il y a une question qui nous est souvent posée. Je l'ai d'ailleurs été questionné au cours de la dernière journée de l'ordre sur ce propos. Un pharmacien qui n'est pas DES, qui a 2 années d'expérience validée, telle que le montre, ou bien validée par la commission dont on parlait tout à l'heure et dont on va reparler. Est-ce qu'au 1er juin 2025, sa carrière s'arrête là? Alors, sur ça, je répondrai parce que c'est une question que nous avons posée au ministère. Nous voudrions justement un peu plus d'éclaircissement parce que le texte n'est pas clair. Vous direz que ce n'est pas le seul, mais il n'est pas très clair. Mais le ministère nous assure qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que les pharmaciens qui ont 2 années d'expérience validée, qui travaillent actuellement dans une pharmacie hospitalière, continueront bien leur activité après le 1er juin 2025. Ouf, quand même. Mais on continue à demander effectivement au ministère une clarification parce que ça n'est pas très clair quand même. Justement, commission. Thierry, toi qui as fait partie de cette commission, tout comme moi d'ailleurs, on était un certain nombre à être présents. Est-ce que tu nous en dis quelques mots justement de son activité, comment ça s'est passé, etc. Bien volontiers. Alors en fait, cette commission d'autorisation de l'exercice de la pharmacie en PUI, donc, elle a été organisée au départ sur une demande présentée par l'Ordre des pharmaciens qui avait été sensible aux remontées de terrain, qui faisait état d'inquiétude quant aux possibilités d'organiser le recrutement de pharmaciens pour l'exercice en PUI, qu'il s'agisse de postes pérennes ou de situations de pharmaciens en remplacement. Donc cette commission a été donc instituée et placée sous l'égide du ministère de la Santé et elle avait pour objet d'analyser de près la situation de consoeurs et de confrères qui, dans cette période de transition, n'avaient pas tout à fait réuni les exigences des 2 années d'exercice temps plein en antériorité d'expérience. Donc cette commission, elle a reçu un certain nombre de dossiers. Au 31 mars 2018, elle avait reçu 380 dossiers. Certains n'étaient pas complets, tant et si bien que seuls 341
ont été véritablement analysées par la commission. Elle s'est réunie 5 fois entre février et mai 2018. Et donc, il faut quand même identifier que parmi 341 demandes qui ont été portées par des pharmaciens, ces pharmaciens portaient la demande individuellement. Alors, une petite condition restrictive que je n'ai pas citée, ils devaient avoir une antériorité d'inscription à l'ordre dans la section H au 31 décembre 2015. Donc, quand ces dossiers répondaient à ces exigences, ils ont été analysés par cette commission, donc je dis réunis 5 fois entre février et mai 2018, pour une conclusion qui est 300 validations à titre individuel et seulement 41 demandes de confrères qui ont été déboutées. Donc cette disposition, c'était une disposition dérogatoire transitoire. Donc la commission a fait son œuvre, elle a rempli sa mission. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. D'accord. Donc c'est une commission qui n'existe plus aujourd'hui. Il ne pourra plus rendre d'avis aujourd'hui. D'accord. Nous avons également régulièrement des questions de collègues qui exercent en centre de PMI, protection maternelle infantile, ou bien en hygiène, ou en pharmacovigilance, et qui nous posent la question, mais on est déjà présent sur l'hôpital, est-ce qu'il est possible de travailler en PUI ? Alors, tous ces pharmaciens, effectivement, peuvent s'inscrire en section H, et la condition de base, c'est d'être diplômé, d'avoir le diplôme d'état de docteur en pharmacie, ça c'est une chose. Mais peuvent-ils travailler en PUI ? Non, s'ils n'ont pas la qualification des 2 ans de la commission ou des 2 années d'exercice dont on vous parle depuis maintenant un petit moment. Donc, vous voyez, la transition entre établissement de santé et travailler en pharmacovigilance et vers la PUI ne peut pas se faire automatiquement. Il faut cette condition d'exercice, au moins une des conditions d'exercice remplies avant de pouvoir le faire. Bien, alors nous avons dessiné jusqu'à présent les profils des pharmaciens qui peuvent exercer en PUI. Existe-t-il, en fin de compte, des dérogations données par l'ARS, le ministère, l'ordre, pourquoi pas, ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Sylvie, tu peux répondre à cette question ? Oui, c'est vrai qu'on est pas mal sollicité quand même par nos confrères qui souhaiteraient, enfin ils sollicitent l'ordre, ils souhaiteraient pouvoir se faire remplacer par des pharmaciens qui ne pourraient pas, qui ne présentent pas les conditions requises pour exercer dans les PUI. Et du coup, il s'avère qu'ils demandent une dérogation. En fait, ces dérogations, c'est la question. Et en plus, on a ce problème sur la section H, mais il s'avère que c'est aussi un problème pour la section E, qui est une section sur les DOM. Oui. Et en fait, le problème, c'est que la réponse à la question que tu poses, c'est qu'il n'y a pas de dérogation possible. Pourquoi ? Parce que le texte, donc le décret, n'a pas prévu de dérogation. Donc dès lors que ce n'est pas prévu, ni la section H, ni le directeur de l'ARS, ni même le ministre, en fait, ne peut déroger à la règle. Et donc, il n'y a pas de dérogation possible à l'exercice en PUI si on ne présente pas les conditions requises. Voilà. D'accord. Merci Sylvie. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos collègues d'outre-mer qui, il y a peut-être un petit décalage, mais en tout cas, j'espère qu'ils regarderont le replay qui sera disponible et donc nous les saluons bien fort. Ils font partie d'une autre section, la section E, mais ils sont tout autant hospitaliers que nous, évidemment. Morgane, est-ce qu'il y a des passerelles possibles, justement ? Est-ce que comme dans d'autres métiers, il pourrait y avoir une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Et comment est-ce qu'il faut faire pour travailler dans une PUI si on n'a pas le DES ? Eh bien, la section H avait demandé, lors des différents échanges avec le ministère de la Santé, que soient prévues des passerelles, une VAE, voire une qualification ordinale, comme c'est le cas pour l'exercice en biologie médicale. Malheureusement, ces propositions n'ont pas été retenues. Aujourd'hui, la seule voie d'accès pour un exercice au sein d'une PUI est le concours de l'internat avec l'obtention du DES, de pharmacie hospitalière. Chaque année, 300 internes sont diplômés du DES de pharmacie et sont à même d'exercer la profession au sein d'un établissement de santé, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans le médico-social et dans les services départementaux d'incendie et de secours. D'accord. 300 internes, c'est quand même beaucoup. Rappelons que y compris les DOM, nous sommes 7500 pharmaciens hospitaliers.
300 qui viennent renouveler. Je dirais, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des recrutements. Ça semble mathématique, hein. Alors tiens, tu parlais des services d'incendie et de secours, Morgane. Notre ami Thierry, très élégamment vêtu là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement des sapeurs-pompiers, des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires? Tu en as glissé un mot tout à l'heure, ça m'intéresserait d'avoir un peu plus d'informations. Alors, très volontiers. Donc, effectivement, je vais juste faire un petit préambule. D'abord, repréciser que ces PUI de services d'incendie et de secours, elles sont régies par le même corpus législatif et réglementaire que celui qui gouverne l'ensemble des PUI, y compris donc parmi les établissements de santé. Alors, les pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, en fait, ce sont des consoeurs et des confrères, comme je le disais, qui, à un moment donné, décident d'engager leur diplôme au bénéfice d'une activité qui se passe en PUI. Pour autant, de façon prioritaire, leur métier s'exerce parmi tous les métiers de la pharmacie. Donc, la réglementation qui a été mise en place, s'agissant du décret d'autorisation à d'exercice, a prévu une disposition dérogatoire pour ces pharmaciens pompiers volontaires, considérant que puisque leur métier principal est bien souvent en dehors de la PUI, il aurait été incohérent d'imposer une condition restrictive à leur accès à l'inscription au tableau de la section H pour exercer en PUI. Donc au quotidien, en fait, de façon pratique, ce sont des pharmaciens qui peuvent s'inscrire de façon régulière sans avoir à justifier de l'ensemble des conditions qu'on exige pour les autres professionnels qui exercent en PUI. Alors ces pharmaciens donc, sont présents à nos côtés, ils sont nombreux, je le disais, bien indispensables à la continuité d'exercice pharmaceutique et d'ailleurs, ils y contribuent puisqu'en l'absence ponctuelle du pharmacien chargé de la gérance, ils peuvent assurer la continuité pharmaceutique. Enfin, c'est quand même bordé, la limite étant de 1 mois. D'accord, c'est une continuité, pas un remplacement. Pas un remplacement. D'accord. Justement, tiens, concernant les remplacements, Sylvie, est-ce que les pharmaciens qui sont de la filière officinale peuvent remplacer en PUI, même sur des petites périodes ? Alors non, le pharmacien qui est issu de la filière officinale ne peut pas exercer en PUI, ne peut pas remplacer un pharmacien de PUI, même sur des petites périodes, hein, c'est pas possible. Et puis si un directeur s'amusait à recruter un pharmacien d'officine malgré tout, en fait, ils encourent tous les deux des sanctions pénales et pour exercice illégal de la pharmacie hospitalière. Merci Sylvie. Morgane, justement, est-ce que tu peux préciser les conditions de remplacement? Parce que ça, c'est souvent un peu difficile. Oui. C'est l'article R5126 et 40 du Code de la santé publique qui régit les modalités de remplacement en charge de la gérance d'une PUI. Alors cet article, il précise que quelle que soit la cause et la durée de son absence, le pharmacien est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ou par le contrat qui le lie à l'employeur et que le remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. C'est-à-dire qu'un pharmacien gérant exerçant à temps plein doit être remplacé sur son temps plein. Le remplacement est effectué par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice déjà décrites ou alors par dérogation par un interne en pharmacie selon les conditions définies dans l'article R5126-7. Très bien. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces conditions de remplacement par les internes? Oui. Un interne en pharmacie ayant validé la totalité du 2e cycle des études pharmaceutiques en France et 5 semestres de formation du DES de pharmacie peut remplacer un pharmacien gérant, mais sous certaines conditions. L'interne doit être en possession d'un certificat de remplacement délivré par le président du Conseil central H de l'Ordre national des pharmaciens, au vu d'une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'UFR auprès de laquelle il est inscrit. Mais ce n'est pas tout. Le remplacement est également conditionné à la signature d'une convention d'assistance entre l'établissement auquel est rattachée la PUI, dans laquelle le remplacement est effectué, et un établissement dans lequel la gérance de la PUI est assurée par un pharmacien. Cet interne peut effectuer jusqu'à 4 remplacements par an d'une durée maximum d'1 mois pour chaque remplacement. Oui, c'est assez séduisant cette disposition, mais malheureusement, le constat actuel est de dire seulement 130 demandes
ont été aujourd'hui reçus depuis septembre 2016. 130 seulement. Oui, C'est pas effectivement beaucoup. Alors, on peut se poser la question, et on doit se poser la question, à quoi c'est dû C'est dû certainement les dispositions statutaires des internes, le statut des internes. Alors, on a des possibilités de réflexion là-dessus. Peut-être aussi même cette notion de tutorat obligatoire de la part d'un pharmacien gérant une autre pharmacie à usage intérieur, ce qui n'est pas si évident que ça, ce qui n'est pas facile. Donc, certainement une piste à creuser, on en reparlera vraisemblablement tout à l'heure. Thierry, est-ce que ces dispositions s'appliquent aux services d'incendie et de secours? Bien sûr, elles s'appliquent, puisque, comme je le disais, c'est le même corpus réglementaire. Et donc, effectivement, mais pour reprendre ce que disait Morgane, quelle que soit la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance, celui-ci doit être remplacé dans le respect des dispositions qui lui sont applicables au plan statutaire ou du contrat qui le lie à son employeur. Et donc, pour nous, le remplaçant, le pharmacien remplaçant, est pharmacien de sapeur-pompier pendant le remplacement. C'est une condition sine qua non. Et donc, on peut avoir plusieurs options. Soit il s'agit d'une situation où, au quotidien, le pharmacien chargé de la gérance, qui est sapeur-pompier professionnel le plus souvent, va avoir des confrères eux-mêmes dans l'emploi, donc pompiers professionnels. Auquel cas, c'est eux qui vont assurer la fonction de remplaçant. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on a un recrutement qui est spécifiquement dédié au remplacement du pharmacien gérant dans la durée de l'absence. Donc effectivement, cette logique est en place. Pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, les pharmaciens adjoints sapeurs-pompiers volontaires peuvent, eux, assurer la continuité pharmaceutique. Et quand il s'agit d'absence ponctuelle, j'ai dit tout à l'heure une limite de 1 mois, ce sont bien souvent eux qui nous assurent de cette présence en continu d'un pharmacien dans les services d'incendie et de secours. D'accord, très très bien. Alors, c'est vrai qu'au vu des problématiques de recrutement, de remplacement des pharmaciens de PUI, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution, Sylvie? C'est vrai que c'est un peu complexe et donc on a vu déjà le remplacement par des internes. On peut aussi envisager des mutualisations, coopérations entre PUI. Ce sont des solutions qui ne vont pas forcément répondre à toutes les problématiques, mais néanmoins, en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Ce qui est important quand même de préciser à nos confrères, parce que ce n'est pas forcément connu, c'est qu'il existe des dispositions dans le texte réglementaire, à savoir qu'en fait, par exemple, s'il y a une absence non prévue d'un pharmacien pour X raisons, à ce moment-là, donc c'est le code 5126-11 du Code de la santé publique. Et donc cet alinéa précise bien qu'on peut solliciter le directeur de l'ARS et qu'à ce moment-là, il peut envisager une autorisation spéciale pour la PUI qui est en difficulté, qui va solliciter donc une autre PUI et cette PUI va pouvoir assurer en fait la continuité et la fonctionnalité de la pharmacie. D'accord, pour raison d'absence, maladie, choses comme ça, inopinée du pharmacien. Non prévu, et à ce moment-là, on a cet article qui est vraiment intéressant quand même, qui est une fermeture immédiate de la pharmacie. On peut envisager ça. En tout cas, c'est une autorisation qui existe, qui est intéressante. Oui, tout à fait. Thierry, pharmacien sapeur-pompier volontaire, remplacement. Alors, j'ai compris que... Un pharmacien de sapeur-pompier volontaire qui bénéficie d'une dérogation d'inscription à l'ordre, on l'a bien compris, parce que c'est une activité, un engagement citoyen, comme je l'ai dit, il ne peut pas pour autant assurer une fonction de remplacement au bénéfice d'un autre gérant d'une PUI. Sauf, bien sûr, s'il répond lui-même aux conditions qui ont été édictées depuis tout à l'heure, c'est-à-dire soit il détient le DES ad hoc, soit il a pu faire valider 2 années d'exercice en PUI au moment de l'apparition du décret, c'est-à-dire jusqu'au 1er juin 2017, soit il est passé devant la commission d'autorisation de l'exercice en PUI et il a obtenu à titre individuel un avis favorable qui lui donne le droit pérenne d'exercer en PUI et donc de remplacer. Merci à tous les trois. On va maintenant commencer la deuxième partie en prenant les questions qui nous arrivent depuis le début de cette webconférence et auxquelles on n'aurait pas encore répondu ou pas suffisamment bien répondu. Un pharmacien gérant peut-il être gérant à temps partiel avec un adjoint temps plein? Un pharmacien gérant peut-il être gérant à temps partiel avec un adjoint à temps plein? Sylvie.
Oui, oui, tout à fait. Alors, les textes sont vraiment précis par rapport à ça. Donc, en fait, il est décrit que le pharmacien gérant doit au minimum exercer à raison de 5 demi-journées par semaine. Ça, c'est dans le sanitaire. Et après, dans le médico-social, c'est réduit à 2. Donc, le pharmacien doit exercer à raison de 2 demi-journées par semaine. Et quand on a une pharmacie avec plus de pharmaciens, à ce moment-là, c'est précisé aussi. Et l'autorisation qui a été délivrée sur une autorisation particulière, donc de présence à mi-temps, alors, à ce moment-là, le pharmacien, lui, le pharmacien gérant peut exercer à mi-temps alors que les adjoints sont à temps plein. Donc, ça doit figurer dans l'autorisation spécifique donc, qui a été délivrée par l'ARS et validée par la section H. Oui. On peut signaler d'ailleurs à ce propos que la section H demande effectivement que le secteur médico-social bénéficie également de PUI à 5 demi-journées et non pas 2, parce qu'on ne voit pas comment développer des activités, notamment de pharmacie clinique, en ayant une présence de 1 journée par semaine. C'est carrément impossible. Donc c'est une demande, en tout cas de notre part, de modification de nos conditions d'exercice. Alors, comment faire pour un pharmacien adjoint pour être désigné gérant en cas de longue maladie sans date de retour prévue du pharmacien gérant? Morgane? Oui. Dans le secteur privé, il faut signer un avenant au contrat de travail du pharmacien adjoint pour le passer temporairement et sans mention de date pharmacien gérant. Cet avenant devra être accompagné d'un exemplaire du contrat de gérance. Dans le secteur public, il revient au directeur de nommer le pharmacien gérant par décision. D'accord. Alors j'ai une question qui est assez curieuse, mais qui mérite effectivement réponse. Un pharmacien peut-il réaliser des remplacements en tant qu'auto-entrepreneur et être rattaché à la PUI? Allez Thierry. Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui date de 2008. Donc, au départ, ce statut a été initié pour permettre de faciliter la création d'entreprises, de simplifier les démarches administratives. Donc en fait, ça va concerner des personnes physiques qui exercent à titre individuel. Alors, ils peuvent exercer une activité dans le domaine du commerce, de l'artisanat, et ça concerne aussi toutes les professions indépendantes. Mais le postulat, c'est que celui qui opte pour le statut d'auto-entrepreneur ne doit pas être lié à un établissement par un lien de subordination, et il ne doit pas être en position de salarié. Donc c'est ça qui pose problème, c'est que le pharmacien gérant ou adjoint dans une PUI, il est nécessairement lié à l'établissement au sein duquel il exerce. D'ailleurs, les textes s'agissant des pharmaciens de PUI du secteur privé prévoient qu'ils sont recrutés en qualité de salariés. Donc, comme le disait Morgane tout à l'heure, étant donné qu'on prend les dispositions du pharmacien remplacé et qu'elles se calquent exactement pour le pharmacien remplaçant, ça veut dire que le pharmacien remplaçant, lui, il se doit d'être dans une position de salarié. Et donc ça contrevient à l'idée de pouvoir être auto-entrepreneur. Donc, pour moi, c'est clair. Le pharmacien qui souhaite assurer des remplacements ne peut opter pour un statut d'auto-entrepreneur. Voilà qui est clair en tout cas. Alors, si je suis en détachement ou bien en disponibilité de mon poste de pharmacien pour toute l'année, 2020 par exemple, dois-je toujours être inscrit à l'ordre et dois-je payer ma cotisation? C'est une très bonne question. En fait, par rapport à ce cas de figure, donc, le pharmacien qui est mis en disponibilité, ça veut dire qu'il n'exerce pas dans l'établissement qui relève de la section H. Donc forcément, il n'a pas à s'inscrire sur le tableau de la section H. Donc, puisqu'il est radié de la section H, à ce moment-là, il n'y a pas d'appel à cotisation. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il ne paiera pas sa cotisation à l'ordre. Et s'il y a une cessation, autre bonne nouvelle, c'est que s'il est en cessation d'activité de façon définitive, à ce moment-là, on lui remboursera une partie de la cotisation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, dans la question, il y a quand même 2 points un peu différents. Il y a le détachement et la mise à disponibilité. Donc la mise à disponibilité, c'est bien un arrêt, donc une cessation d'activité sur un établissement qui relève de la section H. Le détachement, c'est différent, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un pharmacien qui va être détaché sur un autre établissement. Et donc, dès lors qu'il est détaché sur un établissement qui relève de la section H, alors il va s'inscrire, il continue son inscription au tableau de l'ordre et il devra modifier et faire savoir à l'ordre que
justement, il change d'établissement ou qu'il a une activité particulière qui relève de la section H. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est important. On a une question sur l'Omédit. Alors, je vais me tourner vers Morgane. Je ne suis pas praticien hospitalier. Je vais prendre un poste à l'ARS pour m'occuper de l'Omédit. Puis-je être encore inscrit à l'ordre? En effet, donc je parle en connaissance de cause. Non, l'ARS n'est pas un établissement de santé et n'est pas inscrit dans l'article L4231 du Code de la santé publique. Le PH en détachement à l'ARS ne peut donc pas être inscrit à l'ordre. Pour qu'il puisse être, il faudrait qu'il garde une fonction au sein d'un établissement de santé, sous forme par exemple d'une demi-journée d'activité. D'accord. Alors, en cas de modification de situation professionnelle, gérant, adjoint, statut, que dois-je faire? Alors, il faut rappeler que l'inscription en section H est une démarche individuelle, ce n'est pas une démarche de l'établissement. Il en est de même de la mise à jour de sa situation pour un pharmacien. Donc, les dispositions réglementaires imposent aujourd'hui à un pharmacien qui change de situation statutaire, qui change d'établissement, qui change par exemple d'assistant et devient un PH, mais dans le même établissement, dans la même pharmacie, mais c'est un changement de situation. Il est non gérant, il devient gérant, ou il était gérant, il devient effectivement non gérant. Tous ces changements de situation, c'est une obligation, il doit les signaler à la section H de l'ordre des pharmaciens quand il est bien sûr hospitalier. Donc, ce n'est pas très compliqué, hein, un simple courriel à webh@ordrepharmacien.fr avec les pièces justificatives, hein, qui est par exemple sa nomination en tant que gérant par le directeur ou sa modification statutaire avec un document du CNG. Voilà, ça suffit. Et donc, nous, on va mettre à jour notre tableau de l'ordre et donc sa situation sera réglementaire. Si ce que nous constatons au quotidien, c'est que, en voyant les situations des individus, on se dit, mais celui-là, ça fait déjà un bon moment qu'il n'est plus assistant. Il ne nous a pas signalé effectivement sa modification statutaire. Il est en faute. Hein. Donc, il faut effectivement veiller à ce que sa situation, en tout cas au niveau du tableau de bord et sa situation ordinale, soit bien à jour. Et pour ça, vous avez effectivement un portail au sein de l'ordre qui vous permet de signaler, et le WebH bien sûr, qui vous permet de signaler ce changement de situation. Alors un pharmacien qui exerce dans une clinique privée, par exemple, qui passe de statut d'adjoint à gérant, alors parce que c'est un petit peu particulier, doit envoyer à la section H une copie de son contrat, avec également son avenant à son contrat de travail. Donc, il faut vraiment toutes les pièces et tous les documents. Alors, comme autre question, voilà. Quels sont les outils de délégation de responsabilité du pharmacien gérant de la PUI? Oh, je vais prendre. Tu prends. Oui, je prends. Soyons fous. En fait, ça vient du code de déontologie qui explicite que, effectivement, dès lors qu'il y a délégation, elle doit être matérialisée par un écrit. Donc, le pharmacien gérant écrit l'ensemble des tâches pharmaceutiques dont il confie la responsabilité à un de ses adjoints. Et donc, cet acte de délégation, il est co-signé par le délégant et le délégataire. Chacun des deux signe. Et donc, effectivement, ça, c'est le code de déontologie, l'article 42.35.14. Bravo. Non, mais c'est très fort. Il est très fort. Donc, ce n'est pas une fiche de poste, hein, on est bien d'accord. Il faut que ce soit un document signé des deux. Oui. Ouais, c'est important à signaler. Le préparateur ne peut rester seul sans pharmacien au sein d'une PUI, même fermée. Que faire donc quand le pharmacien en congé n'est pas remplacé? Là, la réponse est claire. Hein, tout à l'heure, c'était une non programmée, donc il y avait la réponse. Là, en l'occurrence, c'est quand même un congé programmé. Donc la pharmacie, quoi qu'il arrive, elle doit être fermée. Puisqu'il n'y a pas de pharmacien. Il n'y a pas de remplaçant d'un pharmacien. Oui. Non. Le préparateur ne peut pas faire office, effectivement, de pharmacien. Donc on rappelle l'obligation. Hein, c'est quand même une obligation réglementaire à laquelle tout le monde est très attaché, y compris les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La permanence pharmaceutique. Le pharmacien doit être présent dans sa pharmacie dès que celle-ci est ouverte. Donc, pendant les horaires d'ouverture,
un pharmacien doit être présent. Alors si elle est ouverte de 8h à 20h, pas toujours le même pharmacien évidemment, hein, mais il doit y avoir une présence pharmaceutique. En vue du renouvellement des demandes d'autorisation des PUI suite au décret PUI de mai 2019, est-il envisagé une aide méthodologique de l'ordre? La mise à jour du référentiel d'évaluation des demandes d'autorisation de PUI serait un plus. Ah, alors je suis très content de vous apprendre que, justement, nous sommes réunis, l'ensemble de la section H, les conseillers titulaires, suppléants, et il y a maintenant quelques jours, pour rédiger ce nouveau référentiel correspondant justement aux modifications avec les nouvelles du décret, avec les nouvelles autorisations à risque, etc. Donc ce référentiel, ce nouveau référentiel devrait être publié au début de l'année prochaine. Donc vous voyez, c'est un objectif très, très rapproché. On fera peut-être d'ailleurs une webconférence sur le sujet pour expliquer un peu la démarche entreprise et la démarche que vous avez à faire. Donc ce référentiel sert également aux conseillers de l'ordre, il sert en aide méthodologique aux pharmaciens. Je pense que le référentiel qu'on avait créé en 2009 et dont la version 2015 est la 3e, donc ce sera la 4e version, est utile à tous les pharmaciens hospitaliers, d'après effectivement ce qu'ils en disent. Donc nous sommes dessus. Il va bientôt sortir. Ça, c'est bien. Alors, nous sommes 3 établissements en direction commune. Nous devons mutualiser les PUI de 2 établissements au profit de ces 3 établissements. La direction nous demande de nous remplacer lors de périodes de congé. S'il y a 2 PUI, elles sont indépendantes. Dans chaque PUI, il doit y avoir une permanence pharmaceutique. Donc, quoi qu'il en soit, même si c'est une direction commune, s'il y a 2 PUI, les 2 PUI, si elles continuent à être ouvertes toutes les 2, doivent bénéficier de la présence d'un pharmacien et qui n'est pas commun. C'est présent sur place dans la PUI. Si effectivement, pendant les vacances, il y a des difficultés, peut-être en fermer une provisoirement, de façon, et c'est les dispositions que tu rappelais tout à l'heure, dans le Code de la santé publique, qui permettent effectivement à une PUI de prendre en charge momentanément les activités pharmaceutiques de l'autre côté. Quid des PUI des petits établissements de proximité avec des pharmaciens à temps partiel? Quid du statut de ces pharmaciens contractuels sans aucune possibilité de progression? Alors, sur le statut, on ne se prononcera pas, puisque l'ordre n'a pas vocation à se prononcer sur des dispositions statutaires. Je pense qu'au travers de cette question se profile l'inquiétude, effectivement, des pharmaciens, des petits établissements, qui se disent, oui, je suis dans un GHT, est-ce qu'on ne va pas supprimer la PUI? Est-ce que je ne vais pas me retrouver effectivement dans une plus grosse structure? Et puis quid aussi des patients, parce que c'est quand même ça qui est le plus important, quid aussi des patients que je suis au quotidien dans cet établissement. Alors, surtout ce qu'il faut veiller à faire, après c'est des décisions politiques, c'est vrai que l'ordre ne peut pas intervenir à ce niveau-là. En revanche, il est très important que lorsqu'il y a fusion de PUI, dans ces établissements, on garde une présence pharmaceutique. Ça fait partie de notre référentiel, ça fait partie de nos conditions, je dirais, d'exigence vis-à-vis du fonctionnement des PUI. Il est très important que donc il reste une présence pharmaceutique de façon à assurer des activités de pharmacie clinique, en particulier pour les patients. On ne doit pas les laisser effectivement en mal de soins pharmaceutiques. Quid de l'avenir en 2024, alors ça doit être 2025 plutôt, des pharmaciens non PH qui font tourner la boutique corvéable à merci, seront-ils maintenus dans leurs fonctions? Oui, à partir du moment où, ce que tu disais tout à l'heure, le ministère a clarifié que les dispositions qui sont actuellement en vigueur et qui ont reconnu les 2 années d'antériorité d'exercice équivalent temps plein comme donnant des droits pérennes, eh bien ils seront dans ce cas-là, ils auront des droits pérennes. Oui, voilà, donc... Ouh là là, c'est très long ça. Comme question, c'est très long. Hein. C'est toute une page. Alors, c'est un jeune pharmacien qui exerçait un parcours filière industrie.
Il exerce en CHU en tant que pharmacien praticien attaché hospitalier en pharmacovigilance. Il n'exerce pas en PUI, mais donc il peut s'inscrire quand même en section H s'il est dans un établissement de santé. Il n'a pas de DES, il n'a pas 2 ans d'exercice et il est impossible que... c'est assez long, hein, on répondra un peu plus spécifiquement et personnellement à ce confrère. Mais c'est vrai que là, on n'a pas de possibilité aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on n'a pas de possibilité. À voir si dans l'avenir, certaines mesures pourront être adaptées. Je ne peux pas présumer effectivement des discussions que nous allons avoir avec les autres organisations représentatives, mais bon, là aujourd'hui, non. Là, on est dans le cas que tout à l'heure on présentait comme l'impossibilité pour l'ordre de pouvoir donner une dérogation, mais même cette impossibilité pour l'ARS et la même pour le ministère. Il n'y a pour pas le ministère, pour l'instant de place dans le décret pour ouvrir la porte à une dérogation. Aujourd'hui, non. Il n'y a même plus de commission, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Quelles sont les options pour continuer à remplacer en PUI lorsqu'on est absenté plus de 10 ans de France tout en restant complètement du fait de l'actualité en PUI? Non. Et c'est pareil. Non, c'est idem. Hein. On prévoit une fenêtre de 10 ans. Si cette fenêtre est effectivement une fenêtre dans laquelle le pharmacien ne peut pas justifier d'exercice en PUI authentifié par une inscription à l'ordre, malheureusement, le problème se passe dans le rétroviseur et il y a rien qu'on puisse présenter. De toute façon, oui. Alors, qu'est-il prévu pour le préparateur lorsque le pharmacien n'est pas remplacé lors de ses absences? Alors, préparateur qui est le pharmacien s'en va ou il n'est pas là et quid du préparateur? Ça, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure. C'est la situation où la pharmacie, de fait, va être fermée parce qu'en l'absence d'une permanence pharmaceutique, on ne peut pas la laisser fonctionner. Mais effectivement, il y a une situation de chômage technique qui s'organise pour le préparateur, puisqu'il n'y a personne pour, à un moment donné, en assurer le contrôle effectif. Un préparateur ne peut pas travailler hors contrôle effectif du pharmacien. Un préparateur sans pharmacien sous lequel il exerce, le contrôle sur lequel il exerce, on peut dire, perd même sa qualification de préparateur en tant que tel. Puisque le métier de préparateur n'existe que si, et c'est valable aussi en officine, il y a un pharmacien avec. Donc, je rencontre des difficultés pour trouver un remplacement pour mes vacances, en passant par l'appel médical. Les tarifs horaires des pharmaciens remplaçants sont de 50 € brut de l'heure. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu effectivement constater. C'est que s'installe, alors je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais s'installe un peu un statut de pharmacien mercenaire. Qui, ça on le connaît bien dans le domaine de l'anesthésie, malheureusement. Mais là aussi, il y a effectivement il pourrait y avoir des abus de certains confrères. Oui, ça c'est un fait. C'est un fait. C'est le problème de l'offre et de la demande. Hein. Bon. Alors. C'est le problème du directeur, pas du pharmacien. Oui. Quid du temps de présence pharmaceutique en cas de mutualisation? Pareil, en cas de mutualisation, la mutualisation n'est pas une fin en soi au sens de la pharmacie à usage intérieur. Si on est mutualisé et il y a une pharmacie à usage intérieur qui est ouverte de 8h à 18h, le pharmacien est là de 8h à 18h. Qu'elle soit mutualisée ou qu'elle ne le soit pas. En plus, s'il y a une mutualisation, ça veut dire forcément qu'il y a une demande de modification d'autorisation auprès de l'ARS et la section. Donc, ça va être inscrit là-dedans, si les horaires des pharmaciens et les présences de pharmaciens. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça rentre. Tu parlais tout à l'heure de coopération, c'est un bon exemple. Quand on coopère entre les établissements, voire même qu'on mutualise effectivement des PUI ou qu'on regroupe des PUI, il faut surtout s'attacher à ce que ce regroupement ne se fasse pas avec une perte de temps pharmaceutique. Au contraire, c'est même des chances pour les établissements, puisque ça va favoriser le DPC, la formation, le contact entre les confrères, qui est toujours de toute façon optimisant vis-à-vis de l'activité de chacun.
permettre aussi des facilités de remplacement, alors que les pharmaciens isolément n'arrivaient pas à trouver de remplaçants. Donc ce concept de mutualisation, je crois qu'il faut insister là-dessus. Ça peut être des bonnes façons et des solutions très opérationnelles de répondre à un certain nombre de questions, parce que le remplacement en est une, mais les gens disent je ne peux pas aller en formation. Et d'un autre côté, on va leur dire DPC, attention, tous les 3 ans, vous devez faire preuve que vous avez effectivement bien validé votre formation, que vous avez fait quelque chose. Et d'un autre côté, on va leur dire non, vous ne pouvez pas partir en formation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc là, c'est vrai que quand on est amené au titre de l'ordre à instruire des dossiers à la demande de l'ARS, notre regard est porté sur l'adéquation entre les ressources humaines et un exercice de qualité. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore feuilleté, ils pourront aller parcourir les référentiels et voir ces grilles que l'on suit. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas tant du temps, c'est du temps pour faire la mission d'une façon qualitative et qui préserve l'indépendance de l'exercice du pharmacien qui, à un moment donné, s'il est débordé partout, ne peut plus à un moment donné mener à bien sa mission et pourrait se le voir reprocher secondairement. Donc l'ordre est attentif à ça. C'est vrai que nos confrères nous disent « mais que fait l'ordre ?» Là, pour le coup, on peut dire que nous, quand nous allons en mission, on est très attachés à ce point. Et on met souvent des réserves sur le fait que, par exemple, quand on nous rattache des structures supplémentaires à la PUI, il y a les mutualisations, mais il y a aussi des activités supplémentaires. On est très attentif au recrutement de pharmaciens qui répondraient aux besoins supplémentaires. Donc l'ordre est très présent par rapport à ce point-là. J'ai un de nos amis martiniquais qui nous dit « Bonjour de la Martinique, c'est le matin chez nous. » Bonjour. Bon, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'ils nous suivent et on les salue encore une fois. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Thierry. C'est personnel alors. Oui, oui. Bon, La situation de tension RH qui peut exister par l'exigence du DES, notamment dans les structures privées, peut-elle remettre en question à terme cette exigence qualitative du DES? Merci pour votre avis. Difficile de trancher sur un avis. Disons que, à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, les dispositions qui, pendant un temps n'ont concerné que la biologie médicale, sont en train de s'étendre. On le voit à la pharmacie hospitalière, on le voit demain pour la pharmacie officinale. Donc, je ne pense pas qu'il faille rétro-pédaler sur l'exigence de qualité qui est le parallèle d'une exigence de compétences, de missions qui sont spécifiques des PUI. Par contre, il y a nécessairement un chantier à ouvrir sur des modalités de passerelle qui permettent quand même de garantir la permanence pharmaceutique et de ne pas se retrouver dans des situations d'impasse où nos confrères peuvent se trouver, notamment dans les zones les plus rurales. Si les conditions d'exercice sont remplies et si on n'a pas le DES, peut-on prétendre à postuler sur un poste de praticien hospitalier? Oui, qu'est-ce qui l'empêcherait? Dès l'instant où on est dans une structure publique, aucun problème, on peut effectivement être nommé. Donc il n'y a pas une nécessité d'être DES pour être praticien hospitalier. Non, il n'y a pas la liaison. C'est les conditions d'exercice qui sont les plus exigeantes, bien sûr. Comment exercer une gérance à distance d'un site? Dois-je faire une délégation de gérance aux pharmaciens responsables de site? Alors, si je comprends bien, c'est une PUI multisite, donc plusieurs sites hospitaliers, donc qui va regrouper plusieurs sites. Alors, reste à savoir s'il y a encore effectivement des activités pharmaceutiques au sens détention, stockage, approvisionnement ou pas. Après, c'est variable comme question. Quand même, en l'occurrence, nous, on a monté un GCS et il y a oui. 2 sites. Il y a 2 sites, donc moi, je suis en gérance des 2 sites. Et dans l'autorisation est prévue justement une délégation de mission pour le pharmacien qui est sur site. Oui. Du coup, il y a deux responsables locaux, 2 pharmaciens responsables locaux, et moi, je suis en gérance au-dessus. Et donc les petits établissements que tu as en approvisionnement, tu les approvisionnes avec des piluliers, avec des présences de pharmaciens sur place. Voilà, alors non, il y avait 2 choses. Là, c'était 2 sites. Il y a 2 sites et un gérant. Oui. Donc avec des pharmaciens sur les 2 sites. Donc du coup,
le pharmacien là, peut envisager une délégation dans son autorisation. Il doit envisager une délégation sur deux pharmaciens qui seraient responsables de sites. Oui. Voilà. C'est comme ça qu'il peut l'organiser. Et comme ça, il met en responsabilité les collègues. Mais il reste en gérance de la PUI. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'acte de délégation. Hein. On ne délègue pas la gérance. Voilà. Il y a un circuit du médicament avec un pharmacien gérant qui en prend la responsabilité. Par contre, il délègue certaines tâches pharmaceutiques à ses adjoints. Il va être 18h. Donc, je vais essayer de conclure, si vous le voulez bien. Alors c'est vrai qu'on constate, là, il y a encore un certain nombre de questions, que nos collègues rencontrent pas mal de difficultés en ce qui concerne les recherches de remplaçants, notamment pour des congés. Alors quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut voir? On en a déjà dit quelques mots au cours de cette webconférence. Les dispositions, donc, vous le savez, sont pas vieilles, datent de janvier 2015, je rappelle, issues de l'ensemble de la profession, de l'ordre des organisations syndicales, la FNSIP, etc., de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers aussi, il faut les citer. Excuse-moi Thierry de ne pas les avoir cités tout à l'heure. Donc, on avait ce corpus, bien sûr. Alors aujourd'hui, il est certainement possible de faire un premier bilan. Les dispositions sont appliquées conformément à la réglementation. Il y a peu de situations irrégulières. Il y en a, sur lesquelles nous sommes alertés et donc nous agissons, évidemment, en relation le plus souvent avec les agences régionales de santé. Aucune institution, et tu le rappelais, je le rappelle aussi, aucune institution, que ce soit le ministère, que ce soit les ARS, que ce soit l'ordre, ne peuvent donner de dérogation. Donc si on veut effectivement ouvrir un peu le champ au niveau des remplacements, il n'y a qu'une solution, c'est modifier quelque part les dispositions réglementaires. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, une réflexion actuelle sur celle-ci. Alors certainement modifier, je te regarde Morgane parce qu'on parlait des internes tout à l'heure, certainement modifier le statut des internes pour leur permettre par exemple de faire des remplacements pendant leur congé. Oui, effectivement. Comme les médecins. Oui. Ça peut être intéressant. On en aurait certainement beaucoup plus. Certainement assouplir les conditions de tutorat également, parce que ça, c'est assez difficile pour les internes de trouver un pharmacien tuteur de leur remplacement. Quand il s'agit d'une PUI qui est à 30 km, c'est une responsabilité pour un pharmacien. Donc c'est un peu difficile. Donc peut-être assouplir là, revoir, bien réfléchir aux conditions de mutualisation, de coopération entre les établissements. Je trouve qu'on n'a peut-être pas fait le tour complètement. Donc là aussi, c'est des champs tout à fait possibles. Donc ça, c'est un certain nombre de pistes. Également le fait, on le redit, 2025, ne vous inquiétez pas, vous avez 2 ans d'exercice, vous n'êtes pas DES, mais vous avez 2 ans d'exercice, vous continuerez à travailler. Votre exercice est validé, pas de souci. Tu voulais dire quelque chose? Disons que ça appartient effectivement à ceux qui ont établi les règles aujourd'hui, mais peut-être définir que cette commission qui a été éteinte parce qu'elle avait rempli sa mission, commission d'autorisation de l'exercice en PUI, puisse être réactivée pour ceux qui aujourd'hui pourraient à un moment donné avoir effectivement l'antériorité d'inscription au 31 décembre 2015, mais qui n'ont pas vu passer le moment où il fallait envoyer les dossiers. Oui. Concernant les autres pistes, on pourrait penser à la réactivation d'une commission. Pourquoi pas la reconnaissance du DES IPR ou DES spécialisé pour certains internes qui ont effectué effectivement un certain nombre de semestres en pharmacie hospitalière, ce qui n'est pas le cas de tous les internes IPR ou de pharmacie spécialisée. Donc voilà, il s'agit vraiment d'un travail à faire avec toutes les organisations professionnelles. Alors, je peux vous affirmer, au nom de tous mes confrères qui sont ici présents, mais de toute la section H, que nous essayons de nous donner les moyens, même pas nous essayons, nous nous donnons les moyens aujourd'hui dans cette réflexion et pour aboutir à quelque chose qui soit cohérent. Il n'est pas du tout question qu'on revienne sur ces conditions d'exercice et sur l'internat, sur le recrutement. 2025, ça sera le DES et uniquement le DES au niveau recrutement. Aujourd'hui, on a encore les 2 ans. Mais vous avez bien compris,
ça va diminuer, hein, les pharmaciens qui ont 2 ans d'expérience, qui vont demander à revenir dans la profession. Donc sur le recrutement, non. Là où nous avons effectivement à réfléchir, à être un peu innovant, à être un peu imaginatif, c'est sur le remplacement qui pose des problèmes, aussi bien, comme on le disait, en Outre-mer que parfois même dans la région parisienne. Hein, je suis alerté par certaines cliniques qui n'arrivent pas à trouver de remplaçants. Donc voilà, on travaille beaucoup, on essaiera d'être en concertation complète, mais pas, on sera en concertation complète avec les autres organisations pour proposer quelque chose au ministère qui ait des chances d'aboutir. D'ailleurs, le ministère est à notre écoute, hein, puisque souvent alerté aussi par ces situations difficiles. Donc si nous proposons quelque chose de cohérent, je pense que le ministère pourrait être facilement à notre écoute. Alors on était assez nombreux à être connectés cet après-midi. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous que nous allons pérenniser. Donc, comme vous le disiez, on a l'intention d'organiser ces petites réunions de famille, un peu élargies d'ailleurs, environ 4 fois par an. Donc, une par trimestre. Je peux vous donner d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine qui aura lieu en décembre sur justement le rétex, le retour d'expérience sur l'épisode Covid que nous avons tous vécu à des degrés divers. Aujourd'hui, nous sommes en train de recueillir vos impressions donc, sur le territoire français et sur l'outre-mer pour pouvoir proposer des solutions qui permettront de mieux réagir aux situations de crise. On s'est déjà pas mal amélioré. Nos institutions aussi se sont pas mal améliorées. Puis les situations de crise sont souvent révélatrices de petits problèmes d'organisation que l'on n'a pas eu encore le temps de régler et sur lesquels on a vraiment mis le doigt au cours de cette crise. Donc il faut les régler. Donc on réfléchit à ça. Donc pour terminer, alors je voudrais vous dire que cette web conférence sera disponible en replay sur le même lien que celui sur lequel vous avez cliqué pour arriver chez nous ce soir, dans cette fin d'après-midi. Elle sera ensuite consultable et téléchargeable d'ici une petite quinzaine de jours sur le site de l'Ordre, hein, sur la chaîne YouTube de l'Ordre. On n'a pas eu le temps de... Pourquoi vous riez? Non, tu as un charmant petit accent de YouTube. Mais... Tu dis comment? Non, je ne me prononce pas derrière le président. Ah bon, d'accord. Bon. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas non plus aussi ici. Donc, elle sera disponible. On n'a pas eu le temps de répondre, vous me perturbez là. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Mais maintenant, on les a et on prendra le temps de vous répondre personnellement, évidemment, hein, puisque je pense que nous avons les adresses courriel. Et pour terminer, parce qu'il faut bien terminer, je voudrais encore adresser tous mes remerciements les plus chaleureux, les plus amicaux, les plus cordiaux, tout ce que vous voulez à mes collègues ici présents, Sylvie. Merci beaucoup. Morgane. Merci Patrick. Thierry. Ça fait un plaisir. Je voudrais également exprimer tous mes remerciements encore une fois à Geneviève Fad et à Stéphane Lafont qui étaient derrière les caméras et qui nous ont transmis, sélectionné vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et surtout, faites attention à vous. À bientôt.